Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Je reçois aujourd'hui Pierre-Alexis Voisin, cofondateur de Baobab, une application qui aide les adolescents à réviser leurs leçons. C'est une double première ici. La première fois que j'interviewe un porteur de projet dans la tech, et la première fois que je fais 2 interviews sur le même secteur d'activité, puisque l'épisode précédent était également sur le thème de l'enseignement scolaire. J'ai découvert cette appli en écoutant Pierre-Alexis dans un autre podcast et j'ai eu très envie d'échanger avec lui, tant ce qu'ils ont mis en place me semble correspondre aux expériences utilisateurs mémorables dont on parle dans ce podcast. Dans cet épisode, on abordera comme d'habitude à la fois les étapes de conception, de la recherche utilisateur à la validation, en passant par l'idéation, la conception et la delivery, mais également les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager l'épisode et à me suivre sur LinkedIn ou Mastodon. Et si vous avez besoin d'aide pour concevoir un produit dans le domaine de l'éducation, n'hésitez pas à me contacter car je suis à la recherche de mon futur job. Salut Pierre-Alexis, bienvenue dans le podcast. Salut Margot, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, ainsi que ton parcours et le produit dont on va parler aujourd'hui? Écoute, absolument. Alors, je vais commencer par le fait que je suis papa de 2 enfants. C'est assez central dans ma vie et tu vas comprendre aussi pourquoi c'est central dans Baobab. Je suis en couple avec Estelle, une femme formidable qui est la maman des 2 enfants. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai commencé sur les marchés financiers. J'ai passé 10-12 ans sur les marchés financiers et j'ai senti en 2020 le besoin d'aller vers de la start-up, de construire quelque chose de très tangible avec une petite équipe et en tout cas au début. Et donc je suis parti, j'ai commencé par monter plusieurs projets et de fil en aiguille, je suis arrivé avec Adrien, mon associé dont j'espère j'aurai l'occasion de te parler. Nous sommes arrivés sur Baobab, qui est notre projet actuel sur lequel nous sommes depuis environ 18 mois. Qui grandit vite et bien. Et pour t'expliquer succinctement, je suis sûr qu'on va y revenir, mais pour t'expliquer ce qu'est Baobab, Baobab, c'est l'application mobile qui fait réviser hyper efficacement les ados, tout en tout en leur faisant prendre plaisir aux révisions. Ok, super. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure des questions. Mais d'abord, qu'est-ce qui t'anime toi là-dedans, dans ce projet? Ben, écoute, en fait, ce projet, je dois t'avouer qu'il est né du fait que, donc avec Adrien, nous sortions d'un précédent projet. Et on avait envie de redémarrer ensemble, parce que ça se passait hyper bien, on avait envie de redémarrer ensemble, mais sur un projet qui soit très ancré dans nos vies. Et ce qui est le plus au cœur de nos vies, c'est d'être des papas. Donc on a cherché un projet un projet de papa, un projet autour de la vie de famille. Et je pourrais te raconter comment, mais il nous est très très vite apparu que le sujet des devoirs, le sujet de l'apprentissage des leçons, étaient des sujets très 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 centraux dans la vie très quotidienne d'une famille. Dans ce podcast, en général, je rencontre des personnes qui ont créé un produit ou un service qui n'est pas du logiciel. Donc, c'est la première fois aujourd'hui que j'échange avec quelqu'un qui développe du logiciel. Et habituellement, je fais le parallèle entre l'approche et les étapes que moi je connais dans le logiciel et celles qui ont été mises en place dans le projet dont on parle. Donc, aujourd'hui, c'est un peu différent. On parle d'un logiciel, d'une application smartphone, pour être précis. Donc, normalement, on devrait retrouver nos 4 étapes du design. On va voir ça. Et donc, on va commencer par la première, l'étape d'exploration des besoins. Comment, justement, vous avez fait, pour identifier quels étaient les besoins liés au sujet des devoirs au collège? Alors écoute, je pense que déjà on a eu une chance, c'est que le besoin, on le vivait de manière très forte. Donc je peux t'expliquer un petit peu comment ça se passait. Je te disais qu'on avait souhaité se relancer avec Adrien sur un projet autour de la vie familiale, et il se trouve qu'on a passé un été à y réfléchir, à chercher quel était le bon sujet, et on a été un peu percuté par le retour des devoirs et de l'apprentissage des leçons avec l'arrivée de la rentrée en septembre 2023. Donc finalement, ça a été assez simple d'avoir la puce à l'oreille, parce qu'on s'est rendu compte déjà que chez nous, avec des enfants petits, à l'époque mon grand avait 7 ans et sa grande avait 6 ans, on arrivait déjà à avoir des rapports qui étaient tendus autour des devoirs.
on arrivait déjà à avoir pas mal de disputes autour d'un contenu qui était quand même extrêmement simple, voire quasi non existant. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ce problème qu'on rencontrait avec des petits devait quand même s'accentuer quand les enfants grandissaient. Donc on a eu très rapidement cette volonté d'aller dans des familles autour de nous qui avaient des collégiens, en se disant que le collège, c'est un moment un peu plus compliqué parce que l'enfant devient ado, ce qui fatalement complique un petit peu la relation avec ses parents, et en se disant aussi que le contenu devenait beaucoup plus complexe quand tu passes en sixième, puisque tu passes d'un maître ou une maîtresse à une dizaine de professeurs avec des contenus qui sont très variés, des attentes qui sont beaucoup plus hautes de manière générale. Donc ce qu'on a très rapidement fait, c'est qu'on s'est dit, OK, le problème qu'on vit, avec cette approche très product, on est peut-être très biaisé. Finalement, on est peut-être des parents qui avons des difficultés avec la gestion des devoirs ou qui avons des enfants qui sont un peu récalcitrants. Donc on s'est dit, OK, débiaisons cette discovery au maximum en allant voir autour de nous ce qui se passe. On a eu la chance de se rendre compte qu'en fait le sujet était très universel. Par construction, tous les enfants de France ont des devoirs, donc ça a été très facile de trouver des gens autour de nous chez qui aller pour faire une discovery in situ. Et là, ça a été génial parce qu'on a vu le problème de manière hyper claire et on a pu commencer à le comprendre. Donc pour le comprendre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé vraiment, donc ça c'est très product. Je pense que ça va te parler. On a essayé de mapper un peu les user journey du parent et de l'enfant. Donc essayer de comprendre à quoi ça ressemblait pour l'enfant et pour le parent quand on arrive avec un contenu à apprendre, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas. Et on s'est rapidement rendu compte que ces deux user journeys qui devaient être assez parallèles en théorie, le gros problème c'est quand ils s'intersectaient. Donc le gros problème, enfin un des gros problèmes, c'était finalement le moment où le parent et l'enfant se retrouvent ensemble autour de la leçon. C'est assez contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui est finalement assez théorisé. La première personne qui nous l'a amené est un investisseur qui s'appelle Philippe Nussbaumer, qui pour Philippe, j'espère qu'il écoutera ce podcast, qui a travaillé dans sa thèse sur le sujet de l'apprentissage et des relations parents-enfants, qui nous disait en fait le problème c'est que l'enfant à l'école est un élève, donc là l'apprentissage se passe bien. Par contre, quand tu le mets en situation familiale, l'enfant redevient un enfant, alors qu'il devrait être un élève face à ses devoirs. Donc on a réfléchi à tout ça, on l'a observé très très fortement dans les familles chez qui on est allé. Donc on s'est dit que un des gros sujets de Baobab allait être finalement de désintermédier la relation parent-enfant au moment des devoirs. Donc d'être capable de mettre quelque chose entre le parent et l'enfant sans faire perdre aux parents la visibilité sur ce qui se passe, tout en donnant à l'enfant la possibilité de travailler de manière hyper efficace et en autonomie. Et que cet aspect autonomie était hyper important. Donc c'est comme ça qu'on a borné un petit peu le périmètre dans lequel on voulait faire de l'idéation. Et puis alors après, ça a été une fois ça posé, ça a été beaucoup plus simple d'avancer. Ok. Et du coup, avant d'en venir à l'idéation, donc toute cette Ouais. recherche, si je comprends bien, ça a été beaucoup de l'observation. Vous êtes allé dans des familles de vos amis, de vos cercles de connaissances Et pour observer comment ça se passe, c'est ça? c'est exactement ça. Donc je me souviens d'une expérience qui était particulièrement marquante. Où je me retrouve donc je vais en week-end avec ma femme Estelle dans le sud chez des amis et leur fils en cinquième a une leçon sur l'Empire byzantin à apprendre. C'est un exemple qu'on prend toujours parce que c'était hyper marquant. Et donc cet enfant est plutôt bon à l'école, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ses parents sont très attentionnés avec lui, aucun souci de ce côté-là. Et tu te retrouves dans une situation où cet enfant, je pense que je l'ai observé pendant 2 heures s'asseoir à sa table quand son père le regardait, et puis instantanément partir jouer au foot dans le jardin. Donc son père le rattrape, lui dit écoute, il faut quand même que tu apprennes cette leçon. Oui, mais je la sais déjà. Non, tu ne la sais pas. Donc le réassoit à sa table. Donc on a ces allers-retours pendant 2 heures de l'enfant qui dit je sais déjà ma leçon et de son père qui essaie de le remettre au travail. Et donc tu te rends compte que forcément on va crescendo dans l'intensité je dirais, de la tension, quoi. Et donc, tu te retrouves avec une situation où, au bout de 2 heures, rien n'a été fait. Le parent et l'enfant sont tous les deux hyper énervés. Et finalement, on n'a absolument pas avancé d'un poil, quoi. Donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on a beaucoup vécu. On a rapidement essayé de sortir aussi du cadre des amis, parce que évidemment, tu dis à tes amis que tu vas leur construire une solution. Ils sont évidemment hyper preneurs, mais tu ne sais jamais finalement si c'est parce que c'est tes amis ou si c'est parce que ce que tu leur proposes est intéressant. Donc on est rapidement allé dans des groupes Facebook de mamans. Alors je dis de mamans, je mets toujours un petit disclaimer. Malheureusement en France,
les devoirs restent un sujet de maman d'un point de vue statistique. C'est dommage. Ça changera un jour et j'espère que Baobab fera aimer l'encadrement des devoirs au papa, mais aujourd'hui c'est malheureusement dans l'immense majorité des cas un sujet de maman encore. Et donc on est allé dans des groupes Facebook de mamans où on a proposé à des mamans de participer à une phase de test quand on aurait un produit dispo. Et là on a eu l'excellente surprise de voir qu'on avait excellente pour nous, pas pour elles, mais de voir qu'on avait des centaines de mamans qui instantanément nous disait moi j'ai envie de participer si vous faites une phase de test, je veux absolument essayer ce produit parce que j'ai ce souci quoi. Donc ça nous a permis vraiment c'est ça de débiaiser cette discovery par rapport à l'universalité du pain et de se rendre compte qu'il était effectivement présent dans l'immense majorité des familles qui ont des collégiens. Ok, d'accord. Donc ouais, là vous aviez confirmé, comme tu dis, la peine du point de vue des C'est ça. utilisateurs, en tout cas des parents et puis sans doute des enfants aussi. Et, euh, et vous avez fait en plus, via ce groupe Facebook, vous avez fait peut-être des entretiens pour comprendre un peu mieux enfin, qu'est-ce qui se passait à quel moment ou comment ça s'est passé? Alors c'est très juste. On a essayé d'avoir un maximum de mamans au téléphone. Donc ça c'était hyper intéressant. Des mamans qui en général nous ont déballé de manière très très honnête ce qui se passait chez elles, avec des thèmes qui revenaient de manière très très claire. Donc soit la difficulté à motiver un enfant, donc grosso modo une user story qui est mon enfant arrive avec son cours, ou plutôt je sais que mon enfant a un cours à apprendre, j'essaie de le mettre au travail et j'y passe un temps infini sans que finalement rien ne se passe. Donc beaucoup d'énergie quelque part gâchée, de temps gâché à ça. Un autre récit assez classique était celui de l'enfant qui est malheureusement comment dirais-je, anxieux ou anxieuse par rapport au contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi. Mon enfant aimerait pouvoir se tester parce que c'est un enfant qui a besoin d'être rassuré et le niveau de tension monte parce que simplement le niveau d'inquiétude de mon enfant monte. Et un troisième point peut-être côté parent qui était celui de la difficulté parfois d'interroger les enfants. Donc, avec beaucoup de parents qui nous disaient finalement, moi, mon métier, c'est pas prof, donc je me retrouve avec des contenus qui sont pas forcément toujours très simples, que je dois synthétiser. Et si je veux pouvoir tester mon enfant et être sûr que tout a été bien appris, finalement, je suis obligé d'apprendre moi-même la leçon, de la synthétiser, de faire un set de questions sur la leçon, et puis de passer par toutes ces étapes qui sont également extrêmement chronophages, en plus de cette première étape de réassurance ou de motivation de l'enfant. On a également parlé à des enfants, donc ça a été intéressant parce que c'est une discovery qui est complètement différente. Les enfants ont plus de mal en général à dire ce qu'ils pensent. En tout cas, c'est ce que nous on a vécu. Je pense pas que ce soit parce qu'ils s'expriment de manière moins claire. Je pense qu'ils avaient tous une idée assez précise de ce qu'ils auraient voulu dire par eux-mêmes. Mais je pense que l'enfant, c'était encore une fois cette situation d'enfant en fait, où l'enfant se demande un peu ce que son parent voudrait qu'il dise. Donc on passait un certain temps à essayer de débruiter un petit peu le récit des enfants. Mais ça a fini par être hyper intéressant. On a eu des enfants qui nous ont donné énormément de clés sur ce que pouvait être la solution à ce pain. Ok. Et pour les enfants, vous êtes pris comment? Du coup, c'était surtout dans le cercle privé ou vous avez pu aborder des enfants en dehors de votre cercle? Écoute, pas forcément que dans le cercle privé, parce qu'on a eu beaucoup de parents qui ont été pour le coup très sympas là-dessus et qui nous ont laissé parler à leurs enfants du moment qu'eux étaient, tu vois, dans la pièce, ce que je comprends tout à fait. Donc on a pu faire des calls avec des enfants. Donc évidemment, quand le parent est à 1,30 m de l'enfant, même si on voit pas le parent, on sait que le parent est là et comme je te le disais, ça pèse un petit peu ça pèse un tout petit peu sur la discussion, mais l'enfant finit par se libérer, puis tu finis par avoir des insights hyper clés. Donc non, c'était chouette. Ok, super. Moi, sur un projet un peu dans la même thématique, hein, c'était pour faire apprendre les leçons aussi à des enfants avec une cible ado, collège, lycée. On avait pu organiser un focus group avec l'accord des parents. Donc après, le fait que ce soit dans une entreprise, pour l'occurrence une ESN, donc qui donne peut-être un peu plus confiance que la start-up avec un bonhomme dedans ou deux bonhommes dedans, je sais pas. Mais en tout cas, on avait pu avoir l'autorisation des parents. On était passé par des amis, pour le coup, profs, qui avaient diffusé auprès de leurs élèves. Et on avait comme ça pu faire un petit focus group avec une petite dizaine d'ados. Et c'était très riche, le fait
de les mettre ensemble et puis ils rebondissaient les uns sur les autres sur bah voilà, moi je trouve que ce serait bien de faire ça, ça serait bien. Enfin, du coup, on était presque plus dans Bien sûr. l'idéation, même si à la base c'était plutôt pour de l'exploration. Mais ils étaient Ouais, très vite partis avec plein d'idées, quoi. C'était super. Du coup, ça fait une bonne génial. transition pour la phase d'idéation. T'en as Ouais. parlé tout à l'heure. Donc, quand on a digéré toutes les infos issues de la discovery, en général, on cherche idéalement à plusieurs des idées pour répondre aux problématiques. Comment ça s'est passé de votre côté? Eh ben, écoute, ça s'est passé comme ça. Donc on est reparti de notre cahier des charges qui était que il fallait séparer finalement la partie enfant, la partie parent, que le parent continue à avoir une visibilité sur ce que fait l'enfant et que l'enfant puisse en même temps être autonome dans son apprentissage, avec avec deux grosses contraintes qui étaient que l'enfant a deux très gros besoins. Le premier, enfin trois très gros besoins. Le premier, c'est d'être motivé. Donc comment est-ce qu'on fait une app qui pour les enfants soit engageante? Le deuxième, qui est un besoin d'être rassuré, donc comment est-ce qu'on fait une app dans laquelle l'enfant peut se tester en gardant ce côté très fun, mais se tester de manière très régulière pour être rassuré quant à sa progression. Et troisième point, qui était peut-être là où on a vu une opportunité historique, qui était celui de, et ben finalement, de personnaliser l'expérience d'apprentissage, parce que tous les enfants sont différents et tous les contenus sont différents. Et je pense que c'est là où on a vu une énorme opportunité, c'est que tout ce qui se passait côté tech jusque-là, donc dans la technologie pour l'éducation, euh, se basait sur des contenus qui étaient très standardisés. Donc, grosso modo, des contenus qui sont issus des programmes standards de l'éducation nationale. Et on s'est rendu compte en travaillant avec les enfants que les enfants avaient tous des contenus qui étaient finalement très différents. Donc, quand tu prends une leçon d'histoire géo sur Napoléon, tu peux avoir des contenus qui sont très différents parce que ton prof peut avoir décidé d'insister plus sur des batailles, plus sur le code civil, d'avoir donné telle ou telle anecdote. Enfin, le cours peut être assez différent. Ou, je te prends un autre exemple, un cours d'anglais dans lequel tu vas apprendre le prétérit. Tu vas probablement, pour que ça soit pas trop sec, avoir mis ça en scène avec un vocabulaire, un champ lexical. Donc je vois derrière toi un très beau mur de plantes. Donc si tu prends le champ lexical des plantes, bah, si toi tu viens sur une application EdTech un peu classique et que tu retrouves une leçon sur le prétérit, mais que le vocabulaire n'est pas le bon, donc typiquement tu vas avoir une leçon sur les voitures, bah, moi ma leçon en tant qu'enfant était sur les plantes, je m'y retrouve pas. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment que l'expérience s'adapte au contenu de l'enfant, que c'était vraiment un très très gros requirement. Et pour ça, on a vu quelque chose d'un petit peu historique qui était en train de naître, qui était l'arrivée des IA de manière utilisable quasi en production à ce moment-là. Donc, on a très très tôt décidé de mettre de l'IA dans le produit. Donc ça a été vraiment un des premiers choix dans la phase d'idéation pour répondre à ce problème d'adhérence au contenu de l'enfant. Mettons de l'IA. Donc on a commencé à travailler avec l'IA pour être capable de faire quelque chose où l'enfant nous donne son contenu et on est capable vraiment de se baser sur ce contenu exact, de repérer tout ce qu'il y a à apprendre dans ce contenu-là et de le mettre ensuite en scène dans un programme d'apprentissage qui restait à ce stade-là à définir. Et ça a été le premier choix. Je te parlais de réassurance et de motivation. Pour ça, le choix qu'on a fait était celui de la gamification. Donc on a fait le choix de faire une application dans laquelle, quand tu travailles, alors avec beaucoup de bienveillance, une application où quand tu travailles, bah, tu gagnes des points d'expérience, donc quelque chose qui ressemble un petit peu aux mécaniques qu'on connaît sur du gaming, et faire en sorte que, avec un parti pris très fort, qui était que dans Baobab, quand tu travailles, quand tu fournis un effort d'apprentissage, tu es récompensé. Donc on a fait très tôt ce choix de se dire que bah, finalement les enfants sont différents, leurs performances seront différentes. Il y a des enfants pour qui ce sera très facile d'avoir tout juste, d'autres pour qui ce sera beaucoup plus compliqué. Mais ce qu'on veut, c'est que en tant qu'enfant, bah, tu fournisses un effort, que tu travailles dans Baobab. Donc ton travail est récompensé plus que ta performance. Donc ça a été les deux clés qu'on a tout de suite vues dans l'idéation, la gamification et le fait d'utiliser l'IA pour être capable d'avoir une expérience qui soit complètement adhérente à ton contenu d'enfant que tu ramènes de l'école. Ok, super. Et du coup, ça me fait penser à une question sur l'aspect Oui, IA. C'est très à la mode en bien ce sûr. moment, évidemment. C'est vrai. Est-ce que c'était une volonté pour vous de trouver une idée de projet avec l'IA parce que bah, ça vous hypait un peu de faire de l'IA, ou est-ce que c'est vraiment le projet qui était à la base et vous avez découvert, comme tu as l'air de le Ouais. dire un peu, je sais pas, peut-être pendant la discovery ou peut-être c'était une intuition, que ça pourrait être utile, que ça pourrait vous permettre de résoudre un problème.
Alors, je pense pas que c'était la hype qui nous ait poussé du tout parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément pour nous aussi neuf que pour beaucoup de gens, je pense. Parce qu'on avait dans notre entourage des gens qui utilisaient, enfin qui ont travaillé même sur ces modèles d'IA complexes, donc on était au courant de ce qui se faisait depuis un petit moment. Moi, j'avais fait sur un projet précédent pas mal de machine learning, donc qui était l'ancêtre de l'IA qu'on connaît. Donc il y avait peut-être pas ce côté, tu vois, très nouveau, très brillant de l'IA. Je pense que ce qui nous a fait maître de l'IA, c'était vraiment cette volonté d'être capable de partir exactement du cours de l'enfant. Et on voyait pas de solution autre qui nous permette de le faire. Et ça, pour nous, ça a été vraiment je pense que ça a été un coup de chance au début de l'expérience, enfin du projet Baobab. Ça a été que quand on a commencé à regarder, on s'est dit, OK, il faut qu'on mette de l'IA. On n'était pas forcément très convaincus de la maturité des modèles qu'on voulait utiliser. Et il se trouve qu'en fait, on a tout de suite été dans quelque chose. Alors les modèles étaient effectivement moins bons que ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais on a eu la chance d'avoir en face de nous des modèles qui étaient déjà quasi utilisables en production dès le début. Et ça a été, c'est ce que moi je vois comme une opportunité historique parce que si on avait voulu démarrer Baobab un an avant, c'était pas possible de faire cette expérience qui se passe vraiment sur ton cours, qui est vraiment pour moi un des requirements majeurs de Baobab, quoi. Ok. Et alors, du coup, comment vous vous êtes rendu compte que c'était si important, enfin, que c'était... Bah, Parce que si tu veux, il y a un moment où on s'est un peu creusé la tête parce que on s'est retrouvé avec en face de nous des parents qui nous disaient mais moi si vous faites une solution, j'ai envie enfin je suis prêt à payer pour utiliser cette solution. Ce que je veux, c'est que alors tu sais, c'est un peu toujours, je prends toujours un peu cette image, mais le parent, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Pendant la journée, il n'en peut plus de gérer les devoirs, c'est une horreur. Il a une seule envie, c'est que ça se finisse. Et dès que l'enfant est couché, le parent serait prêt à se couper un bras pour que l'enfant aille à Harvard, quoi, grosso modo. Donc on avait en face de nous des parents qui disaient, mais moi, on a un souci et j'ai envie de le résoudre, quoi. J'ai pas du tout envie de mettre ce souci loin de moi. J'ai vraiment envie qu'on résolve ce souci de devoir et d'apprentissage. Et si une solution payante existe, je la prends tout de suite, quoi. Donc on leur disait, mais des solutions finalement, il y en a sur le marché. Donc qu'est-ce qui fait que vous ne les utilisez pas? Et puis ils disaient, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye, notre enfant part en courant. Parce que on lui met cette app, on le voit l'utiliser 2 minutes, et puis manifestement ça ne lui plaît pas. Donc c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille sur le fait de vraiment comprendre avec les enfants ce qui faisait que cette expérience des apps et tech habituelles ne fonctionnait pas. Et c'était vraiment ces deux points. Le premier point qui était qu'elles ne sont pas faites pour eux, donc à la fois pas motivantes et pas rassurantes. Et ce deuxième point qui est que on voyait des enfants qui arrivaient, donc quand on les voyait faire, on les regardait utiliser une app un peu standard des tech, on voyait bien qu'ils arrivaient avec un cours et que déjà être capable de retrouver dans l'app classique où se trouvait le contenu correspondant à leur cours, c'était un enfer. Donc retrouver la leçon qui correspondait à la leur, c'était un enfer. Et puis ensuite, on a vu ce sentiment chez les enfants quand ils arrivaient sur une leçon, donc sur Napoléon, qui n'était pas conforme à la leur, ce sentiment de se dire, mais dans la leçon de l'APTech classique, il y a à la fois plus de choses et moins de choses que dans ma leçon que m'a donnée Madame Monnier. Donc, je vais arriver au contrôle de Madame Monnier et finalement, j'aurais appris une leçon standard sur une app tech, mais cette leçon standard, j'aurais finalement fait un travail important pour apprendre des éléments qui ne sont pas dans ma leçon, donc qui ne tomberont pas au contrôle. Et puis en même temps, j'aurais pas forcément appris tout ce qu'il y avait dans ma propre leçon. Donc cette inadéquation entre le contenu de l'enfant et le contenu qui était dans les apps génériques, donc avec des syllabus éducation nationale, ça nous a tout de suite paru être, en les regardant dans leur expérience, un sujet qui était qui devait être abordé, quoi. Et que c'était vraiment l'une des très très grosses clés du travail qu'on devait faire. Ouais, ok. Ouais, en gros, les applications qui existent, c'est très bien pour préparer le bac. Mais par contre, pour le contrôle de mardi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est, Écoute, je pense que tu viens de résumer ça parfaitement. J'aurais dû t'enregistrer, Je te la referai on si devrait en tu faire une pub veux, sans Baobab. Ah bégayer ouais, à on la devrait en fin. faire une pub Baobab parce que c'est exactement ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum, et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.